1517, l'année du changement, telle qu'elle serait désormais connue. Au cours de cette année, une cascade de bouleversements sans précédent secoua la création et modifia en profondeur son équilibre et son visage. Au premier chef de ces bouleversements se trouve la cathartique victoire du Panthéon sur le néant. 1500 ans après l'apparition de l'homme, plus de 3000 ans après la première création, Tanit et ses enfants bouclent enfin leur plan pour écarter définitivement la menace que représente le néant en s'alliant avec ses plus noirs serviteurs, les démons, et en favorisant l'émergence d'un dieu à partir d'un seigneur du vide. Avec l'aide de Balakor, qui pour l'occasion a brisé les règles de la guerre éternelle en se rendant en personne sur le champ de bataille, au cœur de la faille, un seigneur du vide a pu s'extraire du néant et le présent de la divinité lui a été offert. Il est devenu Daimo, le dieu démon. Avec son concours, Balakor a enfermé les derniers seigneurs du vide au cœur des abysses et s'est retiré du champ de bataille, consacrant la première trêve dans l'histoire de la guerre éternelle et laissant son alter ego démoniaque prendre possession de son nouveau royaume. Car tel était le plan à l'origine de la seconde création. Des 6 seigneurs du vide flottant dans le néant, 3 étaient depuis le début résolus à s'incarner et 3 souhaitaient le retour à l'unité. Les 3 premiers conçurent un plan pour s'extraire de leurs conditions et Balakor fut celui chargé de s'entendre avec Tanit, de lui révéler les plus intimes secrets des abysses et de l'aider à résister. Quand les ponts de la création furent enfin jetés, Tanit lança son œil dans le néant, Naosi en émergeant à son tour, recevant elle aussi le présent de la divinité. À ce moment, les 4 seigneurs du vide restants devinrent méfiants et observateurs, ignorant qu'il restait parmi eux un dernier traître attendant son heure. Ce fut lui qui convainquit ses pairs d'utiliser les âmes mortelles pour en faire une armée destinée à combattre la création. Lui qui dirigea cette armée dans la guerre éternelle, et lui qui fut envoyé pour affronter Balakor quand sa présence fit frémir les derniers seigneurs du vide. Incarné, entouré de ses adorateurs démoniaques, il devint à son tour un dieu, et c'est là le destin du monde. Tanit avait accepté d'échanger un ennemi invincible contre lequel elle était démunie, contre un ennemi de chair et de sang, face auquel la victoire était possible. Tel était le pacte conclu entre tous. La fin de cette lutte ne marqua pas pour autant une ère de paix, car les légions démoniaques ont simplement changé de maître et d'objectif. Elles sont toujours aussi vindicatives et œuvrent pour dominer la création au lieu de la détruire. Mais les moyens sont les mêmes. La guerre éternelle perdure, les armées célestes assiègent toujours la faille, et les démons tentent toujours de percer les défenses de la création pour s'y engouffrer par tous les moyens. La victoire contre le néant généra peu de conséquences directes pour les mortels dans un premier temps. En revanche, il n'en fut pas de même pour les dieux. Azarine le premier demanda d'arrêter enfin la race humaine et ses âmes mortelles pour revenir à une conception plus pure et originelle de la création, sous son contrôle bien sûr. Après tout, n'était-il pas le gardien de la création et l'ennemi n'était-il pas enfin vaincu? De nombreux dieux s'étant attachés à l'humanité, Médione en tête, Tanit refusa de procéder à une 3e création et de modifier encore l'ordre établi. La réaction n'en était pas moins attendue de la part d'Azarine, qui signifia son désaccord en quittant définitivement le Panthéon. Lui qui n'arpentait déjà plus depuis des siècles la cité étincelante, se retira sur Iboréa avec les siens et coupa définitivement les ponts avec les autres dieux. La scission était inévitable et n'aurait pas eu de conséquences dramatiques si Naosi n'avait pas dès lors emboîté le pas de son frère aîné, demandant le retour de son peuple, qui avait été banni de la création voilà 1500 ans pour permettre l'apparition de l'humanité. Craignant la cohabitation entre les deux races en raison de leurs potentiels respectifs déséquilibrés, Tanit refusa également. Et Naosi se retira dans l'invisible, coupant à son tour les ponts avec la cité étincelante, mais emmenant avec elle la partie de celle-ci qui lui était réservée. Il ne fallut pas longtemps à Aor, le père des monstres, qui était resté longtemps obéissant et silencieux, pour déclarer qu'il partait à son tour. Le Panthéon n'ayant jamais considéré les siens comme dignes d'intérêt, mais plus comme des problèmes à juguler. Longtemps uni, le Panthéon se retrouva ainsi amputé de 3 de ses membres,
et resserré autour des dieux qui protègent la civilisation humaine à travers la vie, la guerre, l'ordre, le savoir et la mort. Contrairement à la victoire sur le néant, ce changement, lui, fut perçu bien plus rapidement par les mortels. Les druides ayant toujours été en marge de la civilisation, le départ d'Azarine ne fut pas un sujet de discorde. Idem pour Aor, ces prêtres étant plutôt de nature monstrueuse qu'humaine. En revanche, le départ de Naozi bouleversa la donne. La magie ayant un impact important dans les actions humaines, l'annonce de son indépendance fit trembler ceux qui misaient sur cet art mystique pour asseoir leur autorité. Fort heureusement, les instances religieuses de Naozi n'étaient pas parmi les plus politiquement présentes à la surface du monde, et la fermeture soudaine de certains lieux de culte passa presque inaperçue. Mais là ne fut pas la surprise. Celle-ci survint quand, sans prévenir, la nature même de la magie changea. Elle se fit plus facile à manier, et plus présente, mais aussi plus instable. Les jeteurs de sorts à travers le monde furent d'abord fascinés de pouvoir puiser dans cette énergie sans restriction. Mais leurs abus furent vite sanctionnés par des accidents aux conséquences désastreuses. La magie devint ce qu'elle avait toujours voulu être, une arme séduisante et périlleuse, capable de récompenser les plus audacieux, comme de les détruire pour leur audace, à l'image de la déesse. De son côté, le clergé de Doëla clama à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours professé de se méfier de la magie, et de se fier au savoir. Une prophétie désormais concrète. Nul ne peut dire avec certitude que le troisième événement catastrophique de 1517 est lié aux deux autres, car il paraît éminemment politique. Vers le milieu de l'année, le roi Hélion IV, qui dirigeait le Val depuis 5 ans, a été retrouvé assassiné dans sa chambre au petit matin, et ce malgré les innombrables protections dont il bénéficiait. Décédé dans son jeune âge, sans héritier et sans frère, la coutume voulut qu'on assemblât le conseil des seigneurs du Val pour désigner un nouveau roi parmi les prétendants. 3 candidats se firent annoncer par les seigneurs présents, et les discussions commencèrent comme à l'habitude, sous l'arbitrage de l'archimage Volzar, gardien temporaire du Val. Hélas, le conseil tourna court au 2e jour, quand le seigneur du Redisham proclama l'indépendance de ses terres et quitta le conseil, un événement encore jamais arrivé à ce jour. Sa province était pauvre et éloignée, et le mal aurait pu être ignoré si le seigneur de Zoraline ne l'avait pas imité aussitôt. Pressentant une hémorragie, l'archimage tenta d'ajourner la séance sous divers prétextes, mais fut interrompu par un groupe de seigneurs issus des terres d'As de l'Est, qui se levèrent tous ensemble pour annoncer leur propre alliance politique et s'exclure de fait du Val. Ainsi amputé, le conseil vira au règlement de compte et aux menaces, et une à une, les ambassades quittèrent Valestir pour se préparer au pire, l'éclatement du Val en alliance d'opportunités pour les plus rapides, et en isolement délétère pour les moins habiles. De nombreuses tractations secrètes entre les territoires eurent lieu au cours des mois suivants. Promesses, serments, traités. Chacun chercha à sécuriser sa position et à accroître son influence avant que la situation ne se fige. Le jeu d'alliance fit émerger 8 ensembles géographiques politiquement unis sur les cendres encore fumantes de l'ancien Val. Rassemblés autour d'un passé commun, d'objectifs partagés, ou par la simple nécessité de ne pas disparaître, les 30 provinces de l'ancien Val se répartirent ainsi pour le meilleur et pour le pire. Les royaumes du Sud ont toujours été géographiquement et culturellement isolés du reste du Val. Le climat y est plus chaud et la végétation d'une nature très différente. La zone se divise en 2 parties distinctes. La plus vaste est composée de territoires à la culture commune, où l'on parle le Salma, et la seconde concerne les provinces de Doron et de Modego, plus influencées par le nord, où l'on parle le chantant Irkaen, que l'on prétend descendre des elfes anciens. La vie peut y être rude, mais le spectacle de la nature extravagante et la lumière particulière reflétée par le sable et les cours d'eau nombreux en font un endroit fantasmé par les artistes et les voyageurs. Les Sudiens sont très fiers de leur culture et de leur mode de vie, considérés comme décadents par les Nordiens. À la mort d'Hélion IV et suite au dernier conseil des seigneurs, les royaumes du Sud ont renoué des liens forts en signant le Concordat autour de la reine de Balmara, dont la candidature à la tête d'Avray n'a pas été concluante. Ce traité d'entente militaire et commerciale rétablit dans la foulée d'anciennes coutumes sudiennes tombées en désuétude
tels que l'esclavage forcé et l'esclavage volontaire. Les royaumes de l'Est appartenaient autrefois aux ogres, et plus loin encore aux étranges habitants de Strangil. Suite au dernier conseil des seigneurs, d'antiques mésententes contenues par les autorités de la dynastie des Lions refirent surface, divisant la zone en 4 alliances politiques distinctes. Les terres de Wescoff, de Moloth, Karnov et Meyev se sont rapidement entendues après le dernier conseil des seigneurs sur une alliance militaire commune, baptisée le Trône de Fer. Son objectif premier est de faire face aux velléités des puissants royaumes voisins et s'allie autour de la redoutable tsarine Ekaterina. Il cultive l'héritage dacien érigé en mode de vie. Les royaumes d'Ifariond, d'Elélion et de Kandor occupent le cœur de la région Est et en détiennent la plus grande puissance militaire et commerciale. Si aucun traité officiel n'a été signé entre eux, les rumeurs parlent d'une entente secrète dans le but d'annexer l'Est tout entier et de former un vaste pays sur les ruines de l'ancien royaume ogre. Les Lions de l'Est entretiennent des relations avec l'Alliance au sud, tout en essayant de briser l'unité du Trône de Fer au nord et de contenir les hordes de Zoraline. Les royaumes d'Evralena, de Sedilwen et de Katores sont tout entiers tournés vers la forêt de Strangil et misent sur cette lutte stratégique pour éviter d'être inquiétés par une invasion venue du nord. Construits pour assurer la sécurité de l'ancien Val face aux forces issues de l'immense forêt, leur situation géographique les a poussés à s'entendre pour ne pas disparaître, maintenant qu'aucune couronne ne soutient plus leurs efforts. Une alliance facilitée par des siècles de collaboration militaire poussée. Quant au royaume de Zoraline, la minorité Zavar, humiliée et contrainte pendant des siècles, voit son indépendance nouvelle comme une renaissance et compte sur sa réputation militaire pour dissuader toute conquête. Aux temps anciens, les Zavar furent la seule ethnie humaine intégrée au royaume ogre en qualité d'esclaves et de nourriture. Quand l'heure de leur libération sonna, ils furent aussi les premiers à se rebeller contre leurs geôliers et les artisans de leur propre liberté. Connaissant la réputation agressive de ces peuplades, leurs voisins s'inquiètent de voir se reformer peu à peu une horde comme celles qui dévastèrent jadis le royaume ogre. Connus comme les plus fertiles et les plus pacifiés de tous, les royaumes du centre parlent l'averin et considèrent les autres comme inférieurs en tout. Ils concentraient autrefois le pouvoir et la fortune du Val, mais en furent dépossédés par le dernier conseil des seigneurs. Possédant peu de relief, la majorité des terres est cultivable et parcourue de routes pavées, facilitant le transport des marchandises d'une frontière à l'autre. Bon nombre d'agglomérations très peuplées abritent des communautés variées vivant en bonne intelligence, ravies de profiter des bienfaits et de la sécurité qu'elles offrent. Mais ces anciens agents du pouvoir central subissent aujourd'hui le contre-coup de leur autorité disparue. Car une grande partie de leurs investissements hors des frontières a été depuis confisquée au profit des seuls locaux, et certains d'entre eux sont financièrement en danger. Les provinces de Mildoxé, de Conrat, de Brasfield, de Nessen et de Casfor, qui s'étaient rangées sous la bannière d'Olanar lors du dernier conseil des seigneurs, le rejoignirent évidemment dans son entreprise de rassembler le Val par tous les moyens, en édifiant Avelorn, le royaume prétendument héritier d'Avray, dont ils sont tous devenus princes. Déjà mal en point avant le dernier conseil des seigneurs, la province de Hatnester a finalement prêté allégeance au royaume du Lindor, de même que celle de Kaltach pour bénéficier de son appui. Opposés lors du dernier conseil des seigneurs, le Lindor et Olanar s'érigent désormais en force politique concurrente pour le contrôle du cœur du Val. Cette longue bande de terre au nord du Val d'Avray abrite 2 royaumes sauvages et reculés, parlant le Reddish, et qui alimentent le reste du Val en matières premières, principale source de leurs revenus. Leurs mœurs rudimentaires et la faible densité de leur population en font des royaumes souvent raillés, mais fort appréciés par les amateurs de grands espaces vierges et dangereux.
De nombreuses constructions militarisées jonchent leur littoral, héritage de la Troisième Guerre contre le Gehen-Roas, dont ils essuyèrent les assauts maritimes incessants, mais qui leur permirent de bénéficier des largesses des provinces plus au sud, désireuses de les voir résister le plus longtemps possible. À peine le dernier conseil des seigneurs terminé, les armées du Redisham ont fondu sur le nord de Cliffhall, dans le but affiché d'unir la Griffe en un seul et même royaume, comme autrefois. Les terres de l'Ouest parlent le Roed, et partagent le triste sort d'être issus d'une conquête et rattachés de force à l'ancien Val. Toujours en première ligne face aux agressions des Gaènes, considérés comme des ennemis par leurs voisins, les royaumes de l'Ouest se sont toujours efforcés de ne pas être broyés dans le conflit. Maintenant que l'unité du Val a explosé, les provinces de Wentor, de Kirgint et d'Alahan sont devenues des duchés d'un plus vaste royaume baptisé le Triarcat, destiné à les défendre tous contre l'Est et l'Ouest.